Ah, la Californie. Rien que le nom déjà, ça vous évoque des paysages, des villes, le soleil, la chaleur et un style de vie bien particulier. Eh bien, notre première virée en Californie va nous permettre de découvrir une région loin de ses clichés. Nous nous concentrons sur la partie nord de l'État, sauvage et préservée du tourisme de masse. Nous voyons pour la première fois les forêts de séquoias géants. Nous roulons sous la neige en pleine Sierra Nevada et nous allons nous promener sur les bords du gigantesque lac Tahoe. Chaque fois, nous sommes pratiquement seuls et profitons d'une nature grandiose. Mais reprenons depuis le début que je vous raconte tout ça. Nous débutons notre visite du Sunshine State par une virée dans les parcs de Redwoods. C'est magnifique et nous nous sentons minuscules et perdus parmi les forêts de séquoias géants. Au cœur du Fern Canyon, en parcourant l'avenue des Géants ou dans la forêt Rockefeller, nous nous amusons énormément. Waouh, quel arbre immense! Oh, il est majestueux! Il bouge! Nous sommes transportés dans un décor de film, et encore une fois, on se sent complètement dépaysé. Après 4 mois sur les routes, c'est toujours un sentiment aussi chouette, et nous quittons les forêts de séquoias à regret. Il est à nouveau temps de nous enfoncer dans les terres. Et plus nous allons vers l'est, plus nous nous approchons de la Sierra Nevada, et donc, plus nous prenons de la hauteur. Ça là, c'est des pneus d'été. Ça là, c'est de la neige. Et ça ne va pas en s'améliorant. Au fur et à mesure, la neige devient plus dense. Et lorsqu'on s'arrête pour dormir, une fine pellicule blanche recouvre déjà la route. On se couche donc pas très sereine, cachée au fond d'un bois. On a décidé de s'installer pour la nuit là, un peu à l'abri des arbres au cas où il se remet à neiger, qu'on n'ait pas genre la voiture à déneiger, sachant qu'on n'a rien du tout pour déneiger une voiture, ni bottes, ni veste de neige. On a des gants. On est sauvés, on a des gants. Et au milieu de la nuit, On vient de se faire réveiller par des camions qui viennent chercher du bois dans la forêt. Donc on va essayer de trouver un autre endroit, pas trop loin pour finir cette nuit. on a finalement trouvé refuge au bord d'un lac calme, entouré de sommets enneigés. C'est beau, c'est tranquille, et la brume recouvre ce paysage froid. On est loin, très loin même de l'image qu'on avait de la Californie. Après toutes ces aventures, on arrive assez rapidement au lac Tahoe. Un lac avec des sapins, ça fait très canadien et pourtant on trouve ça super beau. La neige s'accroche sur les sommets et on n'y échappe pas lorsque l'on veut randonner. Alors on moule le bonheur de retrouver la neige. Boule de neige! Aouh! On décide de partir directement depuis le parking où nous avons passé la nuit. On ne sait pas où mène le sentier, mais peu importe, on verra bien ce qu'on trouvera là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a des pieds énormes. Bonjour! Une odeur un peu bizarre. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est le sugar pine. Et donc, c'est un arbre qui a une sève très sucrée, comme son nom l'indique, et qui ressemble un peu, apparemment, au sirop d'érable. Donc voilà.
Et tout à l'heure, on a vu un monsieur un peu bizarre qui sentait les arbres. Du coup, j'ai décidé de sentir les arbres aussi. Voilà. Il fait froid, mais ça grimpe assez pour que nous nous réchauffions vite. Et après quelques kilomètres de montée, nous débouchons sur un lac magnifique entouré de sommets rocheux. On décide de continuer à monter en espérant arriver jusqu'à l'un des pics alentours. On évolue à couvert sous les arbres, où la neige est parfois épaisse. À l'ombre, il fait beaucoup plus froid et nous finissons par avoir les pieds trempés. Après plusieurs heures de marche, on décide de faire demi-tour. Tant pis pour les sommets, c'est plus prudent. On vient de terminer nos quelques jours en Californie. On vient de rentrer au Nevada. Et vous n'allez pas en voir grand chose parce qu'on va faire que de la voiture. Mais on se retrouve en Utah. Il y a un peu de vent et en même temps il fait bon. L'Utah, ça fait partie des choses qu'on attendait le plus de ce voyage. Tous ceux qui y ont été nous en parlent avec des étoiles plein les yeux et nous affirment que c'est le plus beau, le plus incroyable des États américains. C'est ce qu'on va voir. Ça ne commence pas de la meilleure des façons. Alors que nous venons de passer la nuit dans les alentours de Bonneville, nous avons droit à la première galère mécanique de ce voyage. Rien de bien grave, rassurez-vous, mais après une pause pipi, Pompon refuse de s'ouvrir. Les clés ne fonctionnent plus. On le voyait arriver depuis un moment et on a laissé traîner, et là, on est coincé. Et parce que sinon c'est pas drôle, toutes nos affaires sont à l'intérieur. Téléphone, portefeuille et carte d'assurance y compris. Finalement, le destin nous sourit et je vois se garer à côté de nous une voiture avec une plaque de l'Ontario. Le monsieur nous adresse un grand sourire. Il s'appelle Robert, il est acadien et il nous prête son téléphone, nous sert d'interprète et nous fait passer sur son assurance. On attend ensemble l'arrivée du dépanneur et il nous raconte son propre périple à travers les États-Unis. Sur ce bord de route en plein soleil, on se dit que vraiment c'est toujours les choses qu'on ne contrôle pas qui finissent par être les plus importantes et les plus formatrices. Il ne nous reste plus qu'à récupérer notre amie Emily à l'aéroport. Elle va nous accompagner pendant 2 semaines et on est ravis de l'avoir avec nous. Elle est super débrouillarde, très drôle et veut grimper sur tout et n'importe quoi. Plus jeune, ça nous a valu quelques sueurs froides. Au fur et à mesure que nous avançons, le paysage devient de plus en plus grandiose. Les canyons se creusent, les montagnes poussent à l'horizon et la roche devient orange. Le soir, on s'installe à quelques kilomètres de l'entrée du parc national d'Arches. La vue est dégagée, magnifique, et le coucher de soleil sublime. On fait un feu alors que la nuit tombe, et le froid avec elle. Emily se prépare pour sa première nuit sous la tente. Une nouvelle aventure commence. Le lendemain, on se lève très tôt et on entre dans le parc national parmi les premières voitures. Et dès les premiers mètres, le ton est donné. On découvre nos premières arches qui, comme vous en doutez, donnent leur nom au parc. Et on expérimente la chaleur du désert. Il fait chaud, très chaud. Et comme il est impossible de créer un sentier parmi les pierres, nous avons l'impression d'être des exploratrices, à la recherche du bon passage pour franchir les différents obstacles. C'est de la bombe! Ninja! T'es pas du tout un ninja! Nous sommes ravis de la diversité des choses à faire ici. Nous marchons, nous grimpons, et le paysage est toujours plus immense, grandiose, magnifique. Les arches sont gigantesques et délicates. Pendant nos quelques jours ici, on enchaîne les découvertes, les levées de soleil.
C'est incroyable tout ce qu'on peut voir, la diversité que l'on peut trouver. Le paysage s'étend à des kilomètres à la ronde. On se sent une nouvelle fois petite et perdue, on s'amuse, on explore, on ne pouvait pas rêver mieux. Notre deuxième jour à Arches est sans doute l'un des moments les plus forts et amusants de notre voyage. La veille, nous avons découvert une partie du parc réservée aux détenteurs d'un permis. Seules 75 personnes ont le droit d'y accéder chaque jour, et l'exploration libre y est fortement recommandée. On s'engouffre dans le labyrinthe de pierre dès l'aube. On peut grimper partout, se faufiler entre les rochers et choisir notre propre voie parmi les pierres. C'est absolument génial. On évolue dans un décor irréel, une suite de canyons et de falaises rouges au pied desquelles on marche dans le sable. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que notre envie de grimper nous donnait quelques sueurs froides parfois ? Et ben là, on n'y échappe pas. Putain qu'on est con. Comme à notre habitude, on cherche à découvrir les trésors cachés du lieu et on se retrouve dans des situations périlleuses. Rassurant ce petit bruit. Heureusement, grâce à l'aide de Marie le cabri ninja et à notre sens de l'orientation presque infaillible, on finit par retrouver Pompon, plus de 6 heures après être entré dans le labyrinthe. Quasiment sûr qu'on n'a rien à foutre là. À côté d'Arches, nous passons aussi un peu de temps à Canyonlands, moins connu mais tout aussi impressionnant. C'est assez inimaginable et les images ne rendent rien. Le ciel est gigantesque, les couleurs incroyables. Ici, c'est le sentiment d'immensité qui domine. Et cette sensation, elle est encore accentuée par la présence d'un canyon dans le canyon. Et depuis le haut des falaises, nous avons le sentiment de survoler le parc. Sur notre route, nous passons ensuite par le parc national de Capitol Reef. Seule une infime partie du parc est cartographiée. Mais cette fois, ça ne nous empêche pas de randonner. Dans un canyon profond et coloré, marqué par l'érosion et quelques peintures rupestres, nous faisons fuir un jeune serpent à sonnette. Le soir, les températures chutent et le vent se transforme en bourrasque froide. Nous décidons pour la première fois de dormir à l'abri, dans un motel, et nous avons bien fait. Le givre a recouvert les vallées qui nous entourent. On décide donc de quitter le parc rapidement, et nous arrivons à Bryce Canyon. Cette fois, c'est très connu et on le sent bien. Tout est fait pour simplifier au maximum son expérience du parc. Ville construite de toutes pièces pour le tourisme, parking avec vue et sentiers bétonnés. On s'offre malgré tout une randonnée pour descendre voir les milliers de colonnes de sable et de pierre qui se dressent, fragiles, au fond d'une vallée ovale. Elles forment comme une forêt de pierres, un dédale coloré orange, rouge ou rose, parfois parsemé du vert de quelques pins. C'est vraiment spectaculaire. Hélas, il fait encore très froid et ça nous force une nouvelle fois à dormir dans un motel. Au matin, tout ce qui est resté dans la voiture a gelé. Yes, de la glace. On se dit qu'il est vraiment temps de filer vers le sud. On arrive très excité dans le parc national de Zion, le joyau de l'Utah, dont on dit qu'il est le plus beau des parcs nationaux. Ça ne promet donc que du bon. Mais, comme dans tout voyage qui se respecte, tout ne se passe pas comme prévu. Nous arrivons en pleine fête nationale, et le parc est inondé d'une foule incroyable. Dès 7h, l'heure de la première navette, c'est une queue immense qui se dresse pour être les premiers sur les sentiers. Nous, on n'hésite pas longtemps et on se dit qu'on va laisser passer le week-end férié et qu'on reviendra une fois cette folie terminée. On regarde la carte et un peu au hasard, on décide de nous diriger vers le sud pour passer la frontière de l'Arizona. On évite les classiques Horseshoe Bend, Antelope Canyon et Grand Canyon, trop chers, et Emily nous dégote une rando en fond de canyon, option escalade et franchissement d'obstacles en plus. C'est exactement ce qu'il nous fallait.
C'est beau, c'est pratiquement vide, et ça nous fait déboucher sur la rivière Colorado et ses eaux vertes. Puis on enchaîne avec le parc provincial de Pink Sands Dunes. Il nous a été conseillé, et si nous sommes un peu déçus de ne pas y trouver du sable vraiment rose, on est quand même contente de courir au milieu de ce minuscule désert, perdu au milieu des montagnes. Et après tout ça, nous voici de retour à Zion. Le week-end est passé, la foule aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être toute seule, loin de là. Parce que oui, contrairement aux autres parcs nationaux, à Zion, tout le monde est là pour marcher. Et pendant nos quelques jours dans le parc, nous aussi, on enchaîne les randonnées. Nous sommes parmi les premières à nous élancer à l'assaut d'Angel's Landing, la randonnée mythique, légendaire, classée plus dangereuse d'Amérique. Et c'est sûr que c'est vertigineux. Et il faut avoir le cœur bien accroché pour terminer les derniers mètres, suspendus au-dessus du vide. Même vu d'en bas, les dimensions des falaises sont ébouriffantes. Ça commence pourtant de façon tranquille, et puis d'un seul coup ça se met à grimper fort, en petits lacets serrés accrochés à flanc de montagne. Ça fait tout drôle, mais on rigole encore. Et après avoir bien grimpé, on arrive au clou du spectacle. La légende d'Angel's Landing, elle s'est écrite là, sur les derniers mètres, ceux que tu passes accroché au-dessus du vide, sur un chemin trop étroit et glissant, où le moindre faux pas peut être mortel. Une fois ce passage abrupt passé, nous arrivons sur un fantastique promontoire rocheux, près de 500 mètres au-dessus du vide. La pic est brutale et terrifiant, et la vue au sommet ébouriffante et fabuleuse. À nos pieds, les vallées semblent ridiculement petites, presque insignifiantes. Nous profitons quelques instants et il est déjà temps de redescendre. Et là, c'est l'enfer. Ce matin, nous étions relativement seuls sur le sentier, mais maintenant c'est une foule plus ou moins bien équipée qui se presse sur le minuscule chemin. Et c'est là que ça devient dangereux. On se bouscule, on se pousse, et c'est chacun pour soi. On n'ose même pas imaginer ce que ça doit être en plein pic touristique. Heureusement pour nous, le reste du parc est relativement épargné par les foules, et on peut faire quelques randonnées et observer la faune étrange de la région, mélange de désert et de forêt. C'est fou comme c'est passé vite. On a du mal à croire qu'on ait vu et vécu tant de choses en si peu de temps. On voudrait pouvoir allonger le temps, le stopper, faire en sorte que ça ne s'arrête pas si vite. Mais voilà, c'est déjà la fin de ce passage en Utah. On traverse à nouveau le Nevada et on s'arrête pour un soir à Las Vegas. Emily tente sa chance aux machines à sous. Sans succès. Et nous déambulons sur le strip, trop fatigués pour vraiment en profiter. Nous assistons quand même à quelques tours de rodéo mécanique. Voyons un spectacle de fontaine, ce qui est vraiment incroyable dans cette ville en plein milieu du désert, et Marie collectionne les cartes de prostituées. Il est déjà temps de dire au revoir à Emily. C'est triste. C'est vrai que dans ce voyage à deux et cette expatriation, ce qui nous manque le plus finalement, ce sont nos proches. Alors on est vraiment heureuse d'avoir pu partager des moments de voyage avec ceux qui sont venus nous rejoindre. Mon frère, Aurore, Alexandre et Émilie ont chacun laissé leur empreinte sur ce qu'a été notre voyage. Et ils nous auront tous permis de faire des expériences différentes et de voir les choses autrement. Et ça aussi, c'est vraiment chouette. Lorsqu'on reprend la route, ça nous fait vraiment tout drôle de nous dire que plus personne ne va nous accompagner. Pas parce qu'on est moins bien à deux, mais parce que c'est la fin du voyage qui s'annonce. Notre dernier invité est parti, et nous, il ne nous reste plus qu'un mois.